Le cercle RH et les experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche, évidemment, focus sur les retraites avec les manifestants et manifestations prévues le 19 janvier, avec la CGT qui annonce déjà des dates, un calendrier sur les raffineries. Bref, un mouvement social qui s'organise. Le ton monte. Est-ce que le plus dur ne reste pas à faire? Évidemment, on va en parler avec mes invités. On parlera des meilleurs employeurs, ça c'est le classement Glassdoor, et des pénuries d'emploi, ça c'est Indeed, avec un métier en particulier, je ne veux pas le déflorer tout de suite, où on manque de main-d'œuvre, qui était un métier très prestigieux, et on en parlera dans quelques instants. Mes invités, Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia. Bonjour. Et bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu, c'est notre première émission ensemble, fondatrice de Juste Business, merci d'être là. Avec moi Pascal Joannin. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Alors je pensais que vous alliez nous présenter votre rapport 2023 de l'Atlas. Non, vous ne l'avez pas encore. Alors l'Atlas, il est toujours là, le rapport Schuman 2023... On n'a que 12 jours, donc on va attendre un tout petit peu. Il sera là pour une des prochaines émissions. Alors là, vous nous parlez de l'Atlas permanent de l'Union européenne que Nicolas Juchat nous a mis en bon titre et qui a réagi immédiatement. Jean-Michel Garrigue, ravi de vous accueillir. Meilleurs vœux d'ailleurs Pascal. Bonne année à vous. Et bonne année à vous Jean-Michel. Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Ça y est, on est rentré dans le dur. Est-ce qu'il n'y a pas de l'inquiétude chez vous qui observez ce mouvement social qui s'organise, que le gouvernement qui maintient le cap, 64 ans, 43 annuités, avec déjà un premier débat très intéressant. On commence à travailler à 20 ans. On a fait 43 annuités sans rupture. On doit donc partir à 63 ans. Et la date est fixée à 64. Dans quel état d'esprit vous vous situez tous les trois à l'égard de cette réforme des retraites? Vous dites, il faut y aller, il faut y passer parce qu'il n'y a pas le choix, et on entendra Pascal sur les pays européens, où vous dites, on n'avait pas besoin de ça, vu le contexte dans lequel nous sommes. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture économique et puis il y a l'agenda politique. C'était quand même une réforme phare du quinquennat Macron, donc c'est compliqué. Du précédent d'ailleurs. Voilà, déjà de reculer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement n'a pas choisi le chiffre de la provocation qui aurait été 65 ans. On est plus dans la 64, donc dans une volonté de compromis. Après, je pense qu'il y a quand même un point d'interrogation. Est-ce que ça va être une... Vous savez, par exemple, les Gilets jaunes, qui aurait pu anticiper une telle gronde sociale et parfois, quand on s'y attend, ça ne vient pas. Est-ce que ça va être une colère qui va s'exprimer ou au contraire une colère sourde? Ça, c'est la question. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu notamment sur tout ce qui est enjeu climat, où on oppose souvent la fin du monde avec la fin du mois. C'est un peu pareil. On est dans un climat morose, inflationniste. Les Français ont énormément de contraintes, énormément de difficultés. C'est un peu le débat entre la fin de carrière et la fin du mois. Est-ce que vraiment ils vont arriver à lever un peu la tête, prendre un peu perspective et manifester vraiment dans la rue? Je pense que la question est sur la table. Mais la question est posée par Olivia, qui est d'ailleurs posée à travers un rapport de la direction centrale et des directions locales sur les inquiétudes, les frémissements. Les indépendants, les artisans, certains petites entreprises disent « je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais cette fois-ci, je vais y aller ». C'est un peu la question. C'est ça prend ou ça prend pas? C'est réglé dans 3 mois ou c'est une pétaudière? Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une réforme qui est probablement structurellement légitime, mais qui est conjoncturellement totalement inopportune. Je suis un peu sidéré, même si ça part sans doute d'une bonne volonté du président Macron de se dire, après avoir dû remiser sa réforme de la retraite à points à cause des Gilets jaunes, le précédent quinquennat, de dire, ben voilà, maintenant c'est mon dernier quinquennat, je veux agir, on y va. Mais y aller en ce moment, où il y a quand même énormément de clignotants rouges. La seule bonne nouvelle à peu près, c'est que l'économie est un peu plus résiliente que ce à quoi on pouvait s'attendre en fonction, je dirais, de tous les clignotants rouges qui s'agitent à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan politique international. Mais je trouve quand même un peu osé, un peu risqué de lancer cette réforme en ce moment. Pas seulement d'ailleurs sur les aspects mouvements sociaux. Oui, ça passe ou ça casse, mais au-delà même des mouvements sociaux, je dirais, c'est une préoccupation supplémentaire que l'on met sur la place publique, et je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement opportun en ce moment. Mais maintenant, c'est lancé, il faut sans doute y aller. Et avec, je le redis, les dépôts de carburant, vous vous rappelez les conséquences qu'avait provoqué le dépôt de carburant pendant les hausses d'énergie lorsque la CGT avait bloqué. Enfin, ça va quand même... Ce matin, le secrétaire général de la CGT Pétrole disait
On a 3 journées de grève annoncées. Jusqu'en février d'ailleurs. Jusqu'en février, la dernière est le 6 ou le 7 février. Mais ensuite, si ça ne suffit pas, on arrêtera le raffinage et puis on se retrouvera dans la situation d'il y a quelques semaines quand les Français avaient comme mission essentielle de chercher de l'essence. Pascal, j'ai vu des économistes qui disaient de toute façon ça s'est réglé dans 3 mois, cette réforme sera derrière nous. Je crois que c'était un petit texte d'Olivier Babot. Je le prends au mot ici sur le plateau, voilà, qu'on l'entende, mais je ne suis pas certain. Dans quel état d'esprit vous vous situez? Alors, encore une fois, vous parlez toujours avec un regard très, très européen. L'Italie, l'Allemagne, pour ne citer que, sont des pays qui sont déjà passés à 65 ans, 67. D'ailleurs, est-ce que les gens vont vraiment jusqu'à cet âge-là? Je ne sais pas si vous avez ce niveau d'information, mais est-ce que les gens travaillent vraiment jusqu'à 67 ans en Italie? Alors, j'en doute. Non, ils partent un tout petit peu plus tôt, mais c'est quand même plus près de 65 que de 62. Hein, donc voilà. On est une anomalie en France. On est une anomalie parce qu'on a eu en effet un gouvernement il y a 30 ans qui a passé la retraite à 60 ans, qu'on considère comme un acquis social, sauf que l'acquis social aujourd'hui ne correspond plus à la situation d'il y a 30 ans, puisqu'il y a un facteur démographique. Le vieillissement. Il y a un facteur démographique qu'il faut bien qu'on explique ici, puisqu'il y a moins de gens qui cotisent pour un plus grand nombre de gens qui vont arriver à la retraite dans les années qui viennent, puisque, bah oui, il y a le baby-boom de la... C'est ça. Voilà. Donc, on a un problème de... Voilà. Donc, si on veut un régime, maintenir ce régime par répartition avec, en effet, on honore, non pas des petites retraites, mais des retraites décentes, etc., il faut bien qu'en effet, il y ait des gens payent. 1 200 € brut. Hein, voilà. Et donc, si on n'a pas la masse d'actifs pour payer, bon, ben, il va y avoir un problème. Ça, c'est très mathématique. Voilà. Mais en Europe, il y a des gens qui ont fait des réformes sous la contrainte. Les Grecs, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les Italiens, les Espagnols, on ne peut pas dire que ce soit des pays du Nord, rigoureux, protestants, etc. Les pays du Nord aussi ont fait des réformes. Et donc là, la crédibilité de la France est engagée parce que si on n'arrive pas à faire cette retraite, Emmanuel Macron n'est que le dernier de celui qui veut faire des retraites. Il y a déjà eu des retraites par des réformes. La dernière, Michel Rocard disait que ça faisait sauter tous les gouvernements de la 5e. La dernière date de François Fillon, quand il était Premier ministre, il y a une dizaine d'années. Touraine. Voilà. Donc on a en effet une difficulté à accepter cette réforme en France, alors que quand on peut l'expliquer, il y a des choses qui pourraient complètement de la pédagogie. De la pédagogie. Mauvais contexte, mauvais emballage pédagogique quand même. On nous l'impose. Juste un mot sur l'index senior, et j'aimerais vous entendre, parce que dans la corbeille du marié, la Première ministre, évidemment, a fait quand même quelques gages, vous l'évoquiez, 64 ans, pas 65, 1 200 € bruts, notamment pour accompagner ceux qui ont des basses retraites, qui est un minimum, qui fera 1 100 €, qui est 1 000 € net, et l'index senior. Rappelez-vous, on en avait parlé ensemble, le MEDEF n'en veut pas, a immédiatement dit, il y a 6 mois, on n'en a pas besoin. Vous y croyez, vous, à cet index senior? Parce qu'on nous dit que si on règle le problème des seniors, on a déjà un peu réglé la question du déficit des retraites. Mais déjà, ça peut être une des solutions, et puis c'est aussi quand même, rappelons-le, une discrimination à l'embauche par rapport à son âge. Donc oui, moi j'y crois dans le sens où les discriminations, si on attend que ça vienne des entreprises, c'est compliqué à mettre en place. Le fait de mettre des index, justement, il y a l'enjeu réputationnel derrière, c'est-à-dire mettre en avant certaines pratiques, ça peut faire avancer les choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant... Sans sanction, on est d'accord. Sans forcément on a juste le dossier, on dit, ah bah oui, c'est vrai qu'on est très faible. La sanction, c'est la sanction médiatique, c'est-à-dire qu'on peut viser... on sait que telle entreprise a les bonnes pratiques ou non. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui d'avoir une bonne réputation sur ces enjeux-là. Mais juste par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, la pédagogie. Oui, la pédagogie. Et sur les faits, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le débat autour des retraites, c'est qu'on a l'impression aussi que finalement, on ne peut pas être pour les retraites. Enfin, si on est pour les retraites, on est contre... vous voyez, il y a un côté, est-ce qu'on est pour les retraites, est-ce qu'on est contre, ou finalement on est contre Emmanuel Macron. Ouais. C'est le niveau politique ou le niveau de la réalité? C'est très politisé, alors que comme le disait Elisabeth Le Borne aussi, c'est-à-dire que c'est pas... On parle de faits, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui vont partir à la retraite et de moins en moins de personnes qui vont cotiser. Donc, ça, c'est un argument qui est important, évidemment, à mettre en avant. Jean-Michel Pascal, il faut régler le problème des seniors. J'ai lu que si on réglait la question des seniors, on avait réglé une partie du problème lié au déficit. On oublie juste une chose, c'est que ça réglerait de manière significative la question de l'équilibre financier des régimes de retraite si jamais on était dans la situation de centaines de milliers de seniors pantelant, attendant
comme le Messie, Je vois où vous allez qu'on leur venir. donne une activité professionnelle. Mais la plupart des gens qui sont en situation de seniorité et de fin de carrière ne souhaitent absolument pas reprendre une activité professionnelle. Ils veulent avoir des activités associatives, du bénévolat, des tas de choses comme ça. Du conseil quand ils le Du souhaitent. conseil quand ils le souhaitent. Mais vous proposez à des gens de Salariat classique. 62 ans, 64 ans, 65 ans de continuer dans l'entreprise ou d'avoir un contrat de travail avec un nouvel employeur. Mais la plupart vont répondre non. Ils n'en ont aucune envie. Pascal, juste un mot, parce que ce que vous dites là traite des cadres, des cols blancs, de ceux qui ont encore capacité à pouvoir faire du conseil ou reprendre une activité. Et ils sont nombreux. Puis il y a tous les métiers pénibles. Je pense aux maçons, je pense aux plâtriers, je pense à tous ceux qui ont des emplois postés. Ça se passe comment en Europe ? Est-ce qu'il y a des index seniors en Allemagne, en Italie Alors, en Europe, il y a d'abord une différence, c'est qu'il y a plus de gens, on va dire âgés, qui travaillent qu'en France. Puisque en France, on a quand même un problème où dans les entreprises, à partir de 55 ans, on vous dit, vous, tu ne voudrais pas partir en pré-retraite, ça, c'est pas de la faute des seniors. Alors que c'est le moment où, en effet, il y a eu une expérience. Donc là aussi, on a un problème en France de l'employé. Garder notre valeur. Voilà, garder le truc. Donc déjà, dans les autres pays européens, il y a plus de gens qui travaillent au-delà de... Voilà. Deuxième chose, il y a toujours, à côté de l'âge légal, qui est 65 ans dans la plupart des pays, voire 67, la durée de carrière. La durée de carrière, c'est-à-dire que si vous avez commencé tôt et que vous avez vos annuités, vous pouvez partir avec les annuités que vous avez faites. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 60... Oui, bien sûr. Voilà. Et dans la pénibilité, il y a aussi, bien entendu, des facteurs ou le nombre d'enfants que vous avez pu avoir, etc. Donc, il y a plein de critères qui fait que vous ne partez pas tous en même temps, mais vous partez à un moment où tout ça a été adopté pour que l'équilibre du régime soit assuré et qu'on ait en effet à la fois l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, et qu'on n'ait pas en effet un trou. Et donc là, vraiment, en matière de retraite, la France est regardée du doigt parce que c'est une réforme phare qu'on n'a pas fait pendant le premier quinquennat. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir la faire avec le risque de voir revenir ce qu'on a connu en 95. Les grandes grèves qui avaient bloqué Paris, la France, je m'en souviens très Déjà bien. pour un problème de retraite. Un dernier mot, parce que j'aimerais qu'on parle de Glace d'Or et notamment des pénuries d'emploi, où je le dis, les enseignants font partie du deuxième métier pénurique, les enseignants. C'est quand même, commençons par Indeed, puisque ça fait d'ailleurs écho au débat que l'on a sur les seniors, sur l'envie d'aller travailler, de reprendre un travail. Certains seniors, en rêvant un peu, pourraient aussi apporter leur valeur, leurs compétences dans des classes. Et ce n'est pas le cas. Indeed nous dit, dans cette étude, je ne sais pas si Nicolas Juchat peut nous la montrer, ce sont les femmes de ménage, les personnels d'entretien qui sont évidemment des emplois pénuriques. En deuxième métier, on va le voir, ce sont les enseignants. Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça dit d'une société ? C'est un bon signal, même sur le plan civilisationnel, sociétal. C'est-à-dire que la base de la démocratie, c'est le vote et c'est l'éducation. Bien sûr, voilà. Là, le savoir. Qu'est-ce qui résout les inégalités ? C'est l'éducation. Donc, effectivement, de voir qu'il y a un tel rejet de cette profession, qu'il y a une telle crise de pénurie qu'on retrouve déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà des problèmes d'effectifs. On l'avait vu à la rentrée précédente. Voilà, les écoles sous tension. Donc, il y a quand même un vrai enjeu et ça en dit long sur, finalement, d'un point de vue de la société, qu'est-ce qu'on va rendre attractif ou pas ? Est-ce qu'on va rendre attractifs des métiers qui sont au cœur en fait de la démocratie qu'il faut absolument encourager ? C'est vraiment, je trouve que c'est un signal, c'est vraiment un symptôme qui serait vraiment intéressant d'étudier et d'approfondir parce que c'est assez parlant. J'ai la liste. Agents d'entretien, donc les personnes qui font le ménage, qui sont des emplois, on le sait, mal rémunérés à des horaires décalés. Les enseignants, en deuxième catégorie. Les aides à domicile, ceux qui gardent nos enfants, là aussi métier faiblement rémunéré et complexe. Et les personnes âgées. Et les personnes âgées, évidemment, les EHPAD. Et quatrième métier, c'est intéressant, les conducteurs de véhicules. Et on le sait qu'il y a une crise, une pénurie. On l'a vu dans les conducteurs de bus, pour les conducteurs de bus, de cars, de lignes et les chauffeurs routiers. Ça vous évoque quoi, ça, Jean-Michel ? Là, on voit enseignant était un métier un peu notabilisé. Oui, il y avait l'instituteur de la Troisième République qui permettait en effet de... Le curé, l'instit... l'ascenseur social. Le notaire et le boulanger. Les bons élèves et de les envoyer sur des études longues. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème de salaire ? En Europe, je sais que les Allemands rémunèrent mieux leurs enseignants.
en début. Il y a certainement un problème de salaire. Il y a aussi des conditions. En effet, moi je vois, on retrouve des gens qui veulent bien faire des cours à l'université, dans des grandes écoles, mais pas dans les écoles ni dans les collèges, parce qu'en effet, il y a un problème de discipline, de violence. Et donc là, non, il faut mettre les pieds dans le plat. Là, il faut en effet revaloriser et sérieusement le métier d'enseignant. Un mot, Olivia et Jean-Michel. Oui, vraiment, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a vraiment un problème sur la formation. Aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, vous faites quand même un certain parcours au niveau des études. Bac plus 5 en général, c'est plus 4. En général, mal rémunéré, mais surtout, vous ne choisissez pas votre affectation. C'est-à-dire qu'à partir du moment... imaginez quand même qu'on met les plus jeunes, les moins expérimentés, dans justement les établissements où il y a des difficultés. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait... au niveau de la formation, accompagner, parce qu'il y a des personnes qui veulent justement s'occuper d'enfants en difficulté. Et qui ont envie, oui, bien sûr. Dans ce cas-là, mieux les former, mieux les accompagner, mais cette espèce de contrainte, vous sortez de l'école et hop, vous allez de suite dans un établissement. Vous le savez. Mais évidemment. Ou de vous à moi, on vous fait faire 120 km avec 3 établissements scolaires à gérer, parce que c'est parfois la réalité, entre un collège à 90 km et un autre qui se trouve à l'opposé, ce qui fait qu'en fait, vous dépensez la moitié de votre salaire. Où est le sens, où est le désir du métier. Jean-Michel, ça vous inquiète? Parce qu'il y a les métiers faiblement rémunérés sur lesquels il faut faire un effort, les premières lignes du Covid. Mais les enseignants, c'est vital. Le triptyque, c'est considération, rémunération, conditions de travail. Considération, les enseignants, et c'est tout à fait juste, on les envoie, surtout en début de carrière, se faire lyncher, si je puis dire, dans des collèges, et dans des lycées pour certains d'entre eux. Bien sûr. Rémunération, évidemment, beaucoup de métiers qui ont des rémunérations horaires, notamment, qui sont extrêmement faibles. Et conditions de travail. Vous avez parlé des horaires décalés pour les agents d'entretien, mais c'est aussi la même chose pour les conducteurs de trains, de camions, de bus, etc. Parce qu'il faut travailler le soir, la nuit, le week-end, les jours fériés. Voilà, faire des plannings en fonction de ça. Et une des grandes leçons, je trouve, de la période Covid, confinement, etc., c'est l'attention toujours plus grande qui est apportée à l'équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on le voit très bien dans les réactions, notamment des jeunes actifs, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et certains métiers où il faut travailler en horaire décalé, il faut travailler la nuit, le week-end, le soir. Donc c'est bien un problème de relation au travail. C'est un problème de relation au travail. Et peut-être pas seulement d'ailleurs de rémunération, même si je pense qu'elle joue un rôle important dans cette affaire. Oui, on pourrait rajouter dans les métiers en tension tout ce qui concerne les métiers de santé, l'hôpital, etc. Exactement. Où en effet, on voit bien que ces fonctions qui sont des fonctions aide-soignants après les conducteurs, de la responsabilité pour qu'en effet on ait à l'accès aux soins ou à l'accès à l'éducation, sont tous les deux en flux qui peuvent en effet très vite devenir très tendus avec des difficultés. On n'a pas de réponse, mais c'est inquiétant. Enfin, pour se faire soigner, et se former. Et ça, c'est quand même deux faits majeurs. Avant de nous quitter, parce que je voudrais quand même, je l'avais promis dans les titres, il y a le Glassdoor qui fait les entreprises, les employeurs préférés. Alors c'est intéressant. On y retrouve Schneider Electric, Retail Renault. C'est un peu comme les Césars. Je suis en train de dévoiler les vainqueurs. SAP. Les nominés, mais là ils sont Michelin, BPI France, Criteo qui est une entreprise de la tech, un des leaders en France, SAP Informatique, Retail Renault et Schneider Electric. Ça vous inspire quoi ce classement? Alors ensuite Salesforce, Boston Consulting Group et Contrescarpe, ainsi qu'Avanade, avec des entreprises qui sont dans les secteurs différents. C'est des entreprises qui ont montré une capacité à se transformer et à faire en sorte qu'on est bien et qu'on s'y sent bien. La grosse différence entre Glassdoor... Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale qui n'est pas... La grosse différence entre Glassdoor et puis d'autres classements comme Top Employer ou Good Place to Work, c'est que chez Glassdoor, c'est déclaratif. C'est-à-dire que ce sont les salariés eux-mêmes qui notent leur entreprise. J'ai toujours tendance à prendre un peu de distance par rapport à des classements déclaratifs. On le sait bien, on a tous connu ça. Il y a beaucoup de salariés, votez tous les gars. Les salariés, voilà. D'accord. On n'imagine pas que les salariés vont dire du mal si on est... Donc vous êtes en train de me détruire mon Glassdoor en fin d'émission. Non, c'est très gentil. Je ne dis pas du tout que ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que c'est complémentaire des autres, mais il faut toujours prendre un peu de distance par rapport à ce qui est déclaratif. Ça vaut pour Glassdoor, mais ça vaut pour de nombreuses autres récompenses, parce que en fait, on ne maîtrise pas l'impact que peut avoir
avoir, comment dirais-je, une action décidée visant à faire voter un nombre important de collaborateurs sur des items. Bon, voilà, un mot, quand même, il nous reste 5 secondes. Justement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en avant. C'est pas forcément le salaire, on parle d'épanouissement, être à l'écoute, l'entreprise. La QVT, forte. vraiment. Donc ça renvoie aussi sur la nécessité d'opérer cette révolution managériale. Oui, et puis des entreprises qui offrent en effet un cadre de travail où en effet on peut avoir des activités ludiques pour se reposer, ou pour avoir un moment de temps. Voilà. Ça, c'est très prisé par les jeunes générations. Qui sont toutes des grandes boîtes. Et, voilà. Tous Le des grosses baby-foot boîtes. dans la salle de... Ça tombe un peu en désuétude. Je mais la salle de musculation, Oui, non, mais ça a été pendant un moment. Et l'autonomie. Pendant un moment, un critère de Bon, sélection Jean-Michel des nous a entreprises. scié le classement Glace d'Or, mais bref. Merci à vous, Jean-Michel, d'être venu sur le plateau, directeur associé RH BLB Associé. Merci à Pascal Joannin et son atlas qu'on va voir, et le rapport Fondation Robert Schuman dans les semaines qui viennent, puisque nous sommes début janvier. Restons calmes. Et merci à Olivia Copin, Just Business, vous en êtes la fondatrice. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un nouveau métier, avec un nom un peu imprononçable, et on va en parler dans quelques instants.